Imaginez un instant être une équipe avec 21 matchs en étant invaincu, toutes compétitions confondues, une des équipes les plus régulières en championnat depuis plusieurs saisons maintenant, et pourtant ne pas voir plus de monde que ça, évoquer votre cas et vous complimenter. Et bah les amis, c'est ce qui se passe actuellement avec le LOSC. Bienvenue à tous sur la chaîne de Podcast FC. Installez-vous tranquillement, on va parler des Dogs aujourd'hui. Une équipe, comme je l'ai dit, qui est en train de réaliser une série d'invincibilité absolument exceptionnelle, qui est d'un des clubs les plus réguliers de Ligue 1 depuis plusieurs saisons maintenant, qui a une habilité au recrutement notamment assez incroyable, et pourtant, je ne trouve pas que les gens, et notamment l'univers médiatique, s'intéressent tant que ça au LOSC. Je trouve ça particulièrement dommage, et c'est pour ça que j'en fais ce sujet sur la chaîne. On va évoquer du coup le LOSC, qui a des résultats vraiment très intéressants, alors que pourtant le LOSC avait une base absolument catastrophique. Souvenez-vous, la saison 2017-2018, Lille manque de peu de descendre en Ligue 2, à la fois sportivement, mais aussi sur le plan économique avec une rétrogradation administrative. On avait à cette époque-là le LOSC qui avait été racheté, un nouveau projet, Gérard Lopez à la tête, et donc le fameux projet LOSC Unlimited. Finalement, il s'avère que ce projet a été ambitieux, il est vrai, mais surtout très mal géré. On a eu Luis Campos et Marc Indla qui ont été instaurés pour vraiment essayer de mener ce projet très ambitieux à bien. Finalement, on s'est retrouvé avec des micmacs financiers, on s'est retrouvé avec des petits problèmes à gauche à droite. On a Marcelo Bielsa qui avait été instauré en tant que top coach. Honnêtement, je dois reconnaître, cette idée-là, elle m'a fait frémir à l'époque parce que Bielsa, on l'avait connu notamment du côté de l'OM et ça avait été une réussite absolument phénoménale. Il avait marqué tous les esprits. On peut reconnaître quand même la qualité de ce grand tacticien. C'était une idée qui était vraiment très 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 intéressante. Mais malgré tout, voilà, Bielsa reste un coach avec son caractère très particulier. C'est un coach aussi qui est instable, parce que bon, clairement, un mec comme Bielsa, si vous l'embêtez un peu, il peut claquer la porte du jour au lendemain. Et donc finalement, ce qui était sur le papier une bonne idée, ou en tout cas quelque chose qui pouvait être excitant, c'est terminé en nœud de boudin et aura fini d'une très mauvaise manière pour le LOSC. Le LOSC à l'époque, avec ce projet LOSC Unlimited, c'est une équipe en fait où on a fait absolument n'importe quoi. Création d'un loft pour virer tous les anciens, absence du coup forcément de cadres et de vrais leaders. On a eu un club qui a été instable sportivement, financièrement, mais aussi dans la cohésion d'équipe, et pour cause, ce qu'a fait le LOSC à cette époque-là, ça a été du grand n'importe quoi. Ils ont viré tout le monde et ils ont instauré une équipe jeune. Mais quand je vous dis jeune, c'est très très jeune. Pour la simple et bonne raison que le LOSC à l'époque était la moyenne d'âge la plus basse des 5 grands championnats, avec, tenez-vous bien, 22,23 ans d'âge moyen. C'est absolument titanesque, c'est très bien si tu veux jouer des compétitions telles que l'Euro U21 peut-être, mais c'est pas quelque chose de viable pour un projet à long terme, c'est pas quelque chose de viable aussi pour des résultats et une base saine à court terme. Et clairement, l'équipe du LOSC à l'époque, elle était vraiment inquiétante. Maignan, 21 ans, Balotouré, 20 ans, Alonso, 24 ans, Edgarier, 23 ans, Malcuit, qui était le joueur le plus vieux de cette équipe-là, si je ne me trompe pas, avait 26 ans seulement, Amadou avait 24 ans, Maya 20 ans, Yacine Benzia 22 ans, Nicolas Pepe 22 ans, et on termine l'attaque du LOSC avec Ponce en attaque 20 ans, ou encore Arroyo 21 ans. Et là, on se rend bien compte que ce qu'a fait le LOSC, c'était du grand n'importe quoi. On a eu une saison cauchemardesque où Lille a vraiment failli descendre sportivement, mais aussi sur le plan financier, avec une dette qui s'est creusée au fil du temps. Mais il y a eu quand même quelque chose qui a changé complètement la donne et qui a permis au LOSC de ne pas sombrer, ne pas disparaître, l'intronisation de Christophe Galtier. Galtier, lui, arrive donc en fin de saison pour essayer de sauver le club d'une descente en Ligue 2. On a un coach au moment où Galtier arrive qui est un coach expérimenté. Il sort d'un passage à Saint-Etienne absolument exceptionnel où il a emmené le club notamment en Coupe d'Europe à plusieurs reprises. Il a été très régulier et clairement on a un coach qui a de la poigne. Ça permet à Lille de se reconstruire et de se remettre dans le droit chemin sur le plan sportif. Et enfin, au fil des saisons, Christophe Galtier réalise quelque chose d'exceptionnel parce que il remet Lille dans le droit chemin, c'est vrai,
mais il va bien plus loin que ça, puisqu'en 2020-2021, il permet à Lille de devenir champion de France de Ligue 1, devant, certes, un Paris Saint-Germain très décevant, ça j'en conviens, mais j'ai clairement pas envie de minimiser ce qu'a fait le LOSC. C'est un vrai exploit, c'est une énorme prestation, et franchement, on peut le saluer. On a eu un Yilmaz absolument incroyable, Maignan impérial, Yazetche, pareil, avait été vraiment très très bon. On se souvient vraiment d'une très bonne attaque aussi du côté du LOSC, et surtout la confiance qui avait été retrouvée grâce à Christophe Galtier, qui a donc réalisé une vraie performance, quelque chose de très très fort avec les Dogs, puisqu'il a en fait emmené cette équipe-là d'une équipe qui était à la dérive vers la Ligue 2, à une équipe qui a fini meilleure équipe de France. En parallèle, évidemment, le club, avec la dette, avait besoin de redresser le plan financier, et a fini par nommer Olivier Létang. L'ancien dirigeant du Paris Saint-Germain, lui, il a déclaré il n'y a pas très longtemps dans les médias qu'il a épongé avec le club 270 millions d'euros de dettes sur 4 ans. Les amis, je ne sais pas si vous réalisez à quel point c'est colossal 270 millions d'euros de dettes, mais c'est absolument incroyable d'être parvenu à effacer cette dette-là déjà d'une part, et surtout en continuant d'être à la fois performant sur le plan financier, mais aussi sur le plan sportif. Parce que clairement, je pense que tu mets 90% des clubs français dans la même situation, je pense qu'ils coulent. Ils coulent, et pourtant, voilà, Lille a réussi à faire un travail absolument incroyable, et donc ce truc-là, je tenais absolument à le saluer, parce qu'on est sur quelque chose vraiment qui est presque unique à mon avis en France, je suis pas expert non plus financier, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui est lunaire et à un point qu'on ne réalise pas, et donc il faut saluer ce travail-là de la part des dirigeants du LOSC, et notamment d'Olivier Létang. Et ce qui est bien avec cette situation du LOSC, c'est que Lille a quand même réussi de manière assez incroyable à avoir de la réussite sportive malgré ce contexte économique absolument cataclysmique. Lille a été vainqueur du Trophée des Champions avec Jocelyn Gourvenec face au Paris Saint-Germain. C'est une équipe qui a été régulière en championnat. Alors, il y a cette saison après le titre où il termine à une 10e place qui est évidemment décevante, mais derrière, le LOSC a réussi à redresser la barre et s'est retrouvé tout simplement à être vraiment performante et toujours accrocher l'Europe. Des places vraiment très très intéressantes. En 2022-2023, le LOSC termine 5e. En 2023-2024, le LOSC termine 4e, et cette saison, les Lillois sont actuellement 3e. On note également évidemment les participations en Europe avec quelques matchs marquants comme face à Milan, où Lille s'était imposé d'une manière assez brillante à San Siro, c'est assez incroyable. Le match contre Aston Villa, où ouais, ok, Lille n'est pas passé. Honnêtement, j'ai vu le match aller-retour. Si Lille ne passe pas sur ce match-là, on est sur une anomalie complète, parce que Lille a vraiment été très performant à l'aller, mais aussi au retour à la maison. Donc clairement c'était une vraie bonne équipe, bien solide. On a le match aussi en Ligue des Champions face à Chelsea, bien évidemment, on s'en souvient, notamment Renato Sanchez qui avait été absolument énorme, ou encore récemment, et surtout, j'ai envie de vous dire, la victoire, tenez-vous bien, sur le Real Madrid. Et ouais, rien que ça. Ce que je veux vraiment mettre en avant à travers ce sujet sur le LOSC, c'est cette capacité en fait à ne pas sombrer, alors que le contexte du club était vraiment dégueulasse à l'époque, que ce soit sur le plan financier, parce que concrètement, Lille aurait pu vouloir céder plein d'actifs, plein de joueurs, et se dire, on fait des économies, c'est pas grave, on balance le sportif et on coulera, c'est pas très grave. Mais en fait, il s'est passé tout le contraire. Lille s'est dit, on va arriver, on va éponger les dettes en ayant une stratégie, notamment de recrutement et de gestion des jeunes, qui va être assez importante pour nous et nous rapporter de l'argent et des bienfaits sportifs, et franchement, ne pas couler avec ce contexte-là de l'époque dégueulasse, et toute une pression aussi autour de l'équipe, ça a été quand même une vraie belle performance. En plus, je dois noter un truc qui est assez frappant là aussi, tu as cette régularité dans tes classements, dans ta manière de jouer et d'être performant, et ce, malgré les divers changements de coach. Et ça rend le truc encore plus incroyable. T'as eu Galtier, t'as eu Gourvenec, t'as eu Fonseca et t'as eu Genesio. Et malgré tout, malgré les changements d'entraîneur à répétition pour diverses raisons, t'as réussi, du côté de Lille, à rester performant, à rester régulier, à conserver de très bons joueurs, et en fait à avoir un des clubs, peut-être, je me pose la question, le plus sous-coté de Ligue 1. Voilà, je me pose tout simplement la question de manière très réelle, est-ce que Lille n'est pas l'équipe la plus sous-cotée de Ligue 1 ? Toujours est-il que
Lille est actuellement invaincue depuis 21 matchs, toutes compétitions confondues. On espère évidemment que cette série, elle continuera longtemps pour les Lillois. Mais je veux noter aussi un truc assez incroyable et qu'a fait la réussite du LOSC, sportivement, mais aussi économiquement. Déjà, dans un premier temps, le travail de recrutement absolument incroyable. Moi, je dois le dire, c'est ce qui m'impressionne le plus avec ce LOSC, c'est la capacité à bien recruter. D'abord, un truc notable, je trouve qu'il y a un équilibre entre jeunesse et expérience qui a réussi à être conservé et qui, à mon avis, est très très important. Parce qu'on le voit, à l'époque, Lille a voulu miser beaucoup sur la jeunesse et a viré tous les cadres. C'était une énorme connerie. Finalement, on se retrouve avec le LOSC aujourd'hui, qui a oui, des très bons jeunes talents, qui a des jeunes du centre de formation qui sortent, qui doivent se développer, mais en parallèle, t'as des joueurs d'expérience qui sont là. T'as des garçons, comme José Fonte à l'époque, qui arrivent, qui est un capitaine, qui est un taulier, qui est un vrai meneur d'hommes, qui t'apporte énormément. Et ça, on doit le dire, ça a été un bénéfice sportif et dans le vestiaire absolument colossal. Aujourd'hui, je le dis clairement, du côté de Lille, un garçon comme Vito Mannone au cage, bah ouais, il a fait gagner son équipe en Coupe de France le dernier tour, et je pense clairement que ce mec-là dans le vestiaire est un apport. Tout comme peut l'être, à mon avis, Rémi Cabella. Et en fait, c'est ce que j'aime beaucoup avec cette équipe de Lille, c'est l'équilibre. T'arrives à fédérer un groupe qui m'a l'air d'être assez solide, t'as évidemment beaucoup de talent, t'as beaucoup de jeunesse, un potentiel assez important, mais pour autant, t'as quand même ces joueurs d'expérience qui vont te tenir un vestiaire, qui vont pouvoir accompagner les jeunes, et aussi pouvoir malgré tout mener cette rotation. Je pense que du côté de Lille, la rotation est plutôt sympathique. Là où il y a un poste évidemment qui pose question, c'est le poste numéro 9, parce que bon, Jonathan David n'est pas vraiment remplacé, il y a Mohamed Bayo, ça n'a pas trop marché, donc il est un peu sur le départ, mais en même temps pas trop. C'est un peu compliqué sur ce dossier-là, mais franchement, je trouve que Lille a été très très fort sur le recrutement. On a beaucoup de très bons joueurs qui ont été recrutés. Il y a eu évidemment quelques loupés, hein, je pense notamment à Bayo que j'ai évoqué. C'est normal, vous pouvez pas avoir un 100% de réussite, mais je pense que Lille, au-delà des très bons joueurs recrutés et de quelques ratés qui sont normaux, a su aussi tenter des paris intéressants. On a Leao, Osimhen, Jonathan David, Maignan, Botman, Bradaric, Yazici, Gabriel, Zegrova. Honnêtement, je pourrais vous faire une liste longue comme le bras, et ce qui est bien, c'est que le LOSC a réussi à signer beaucoup de joueurs d'une énorme qualité, en ayant le nez creux et en ayant cherché les bonnes pépites qui allaient correspondre au style de jeu de l'équipe et qui allaient parfaitement s'imbriquer. Et ça, je dois reconnaître, j'applaudis, je dis tout simplement bravo. Aussi, j'ai la sensation que le LOSC arrive à bien gérer les transitions. Je vais vous donner un exemple. On a eu Maignan au cage à un moment donné. Ensuite, on a eu un gardien qui n'était pas forcément trop bon, un gardien brésilien dont j'ai perdu le nom. Mais petit à petit, Lucas Chevalier est arrivé. Alors, la transition ne s'est pas faite directement, parce que Lucas Chevalier était encore très jeune et pas encore tout à fait prêt visiblement pour la Ligue 1, mais on a eu une transition quand même petit à petit au fil du temps et de manière bien gérée pour Lucas Chevalier, qui a permis au LOSC d'avoir un bénéfice sportif. On a eu aussi en attaque notamment Victor Osimhen qui avait été vendu avec le fameux micmac, on ne reviendra pas dessus. Derrière, qu'est-ce que tu fais? Tu remplaces Victor Osimhen et tu arrives à aller chercher un mec comme Jonathan David. Aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut de Jonathan David. Penalty, veut partir, pas partir, il y a beaucoup de gens qui sont des détracteurs. Moi, ce que je vois, les amis, c'est la régularité. Jonathan David, il est toujours au LOSC, il est efficace, il met son lot de buts dans la saison, et il est assez important. Et en plus, on le voit dans son jeu, il met beaucoup d'énergie dans son jeu, il est très important pour le collectif, il va en profondeur, c'est un point d'appui, il est capable de marquer, même dans des positions assez difficiles parfois. Franchement, au bout d'un moment, je pense que Lille a réussi à trouver le bon remplaçant à Victor Osimhen. Ce qui est bien, et pour terminer là-dessus, c'est aussi la gestion des jeunes. Forcément, du côté de Lille, tu as une formation et une post-formation qui sont efficaces, ce qui, évidemment, t'engendre une responsabilité assez importante, mais surtout une rentabilité économique qui, derrière, va être vraiment un vrai bénéfice pour le club. On pourrait même le dire du pain béni. Là, comme ça, de tête, je pense à Soumari qui avait été vendu 20 millions d'euros. On a Lenny Yoro, bien évidemment, qui est parti pour 65 millions d'euros à Manchester United. Et donc, ça a été des vraies plus-values financières, mais aussi sportives pour le club. Maignan, Chevalier, Yoro, Boadi, évidemment, qui commence à s'imposer petit à petit. Franchement, je trouve que le travail du LOSC au global est assez intéressant. Il est même carrément inspirant. J'aimerais, si je devais être un peu un dirigeant du foot français, que les gens s'inspirent un peu plus de ce que fait le LOSC actuellement.
Évidemment, la base était catastrophique, et ça c'est un truc qu'il ne faut pas reproduire. Les dettes, la mauvaise gestion, l'extrême dans la politique sportive. Aujourd'hui, moi je vois une équipe de Lille qui est régulière, qui est performante, qui a de la qualité, qui a beaucoup de potentiel également, et qui arrive surtout à trouver un véritable équilibre. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à liker et à vous abonner parce que ça soutient énormément la chaîne. C'était Podcast FC, j'ai été très 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 content de parler du LOSC. On se retrouve très bientôt pour d'autres sujets sur la chaîne, et salut.